Merci madame la députée. La parole est à monsieur Claude Deganay pour le groupe UMP. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je tiens en premier lieu à m'associer à mes collègues du groupe UMP pour dénoncer avec force les conditions inacceptables de l'examen de ce projet de loi par la Commission spéciale de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce que vous avez perdu la majorité au Sénat, même en Corrèze, qu'il faut mépriser le travail et le temps parlementaire de notre Assemblée. Alors que la société civile a eu 2 mois pour débattre de ce sujet capital pour l'avenir du pays, le gouvernement, lui, ne nous laisse que 2 semaines pour ratifier une ordonnance. Au nom d'accords électoralistes, le gouvernement a voulu faire de ce texte la pierre angulaire du quinquennat Hollande. Vous aurez là à assumer un texte bâclé, aux conséquences malheureusement lourdes pour la France et les Français. Aujourd'hui, les Verts ne font plus partie de votre majorité, mais en sont toutefois les légataires testamentaires. Sur le principe, nous ne critiquerons pas la nécessité de poursuivre la transition énergétique entreprise avec le Grenelle de l'environnement sous l'égide de Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet. Pourquoi estimons-nous que ce projet va à l'encontre d'une transition énergétique qui allie croissance économique, progrès social et environnemental? Parce que ce projet de loi ne solutionne pas notre dépendance aux énergies fossiles. Dès lors, qu'entendons-nous par transition énergétique alors que vous nous proposez que régression énergétique? Nous sommes unanimes dans cette Assemblée sur l'ardente obligation de réduire la part des énergies fossiles dans notre mix énergétique. Cette part d'énergie carbonée représente à elle seule 70% de notre énergie consommée, alors que vous nous proposez, à l'horizon 2030, de réduire à minima cette part de seulement 30%. Dès lors, nous ne pouvons plus parler de transition énergétique. Est-il responsable, à l'heure où les portes de l'Europe s'embrasent, que l'approvisionnement de gaz est suspendu au règlement de conflit russo-ukrainien et que certains puits de pétrole sont aux mains de l'État islamique, de concevoir notre mix énergétique encore dépendant des aléas géopolitiques comme vous l'inscrivez dans ce texte? Ce manque d'ambition valait bien que l'on sacrifie la transition énergétique sur l'autel de la transition électrique. En effet, comment expliquerez-vous aux Français l'euthanasie programmée de l'énergie électrique nucléaire qui permet pourtant aujourd'hui à la France d'être une grande puissance énergétique? L'énergie nucléaire est née sur les fonds baptismaux de la Ve République. Revenir sur notre indépendance énergétique, c'est en somme revenir à la Quatrième République. Telle est peut-être l'ambition de notre président de la République. Réduire la part du nucléaire de 70% à 50% de la part d'énergie électrique produite en 2025 n'est pas qu'une simple erreur politique, c'est une faute stratégique. La sortie progressive du nucléaire que vous inscrivez comme l'alpha et l'oméga de la transition énergétique aura, peu importe les discours de votre majorité divisés sur cette question, des conséquences lourdes sur la vie quotidienne des Français. Je suis élu d'une nation énergétiquement souveraine, élu d'un territoire, celui de la région Centre, profondément ancré dans l'excellence nucléaire française, avec les centrales de Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux, Belleville-sur-Loire, sans oublier celle de Dampierre-en-Burly sur ma commune. Je ne me pose pas en défenseur obstiné du nucléaire, comme certains le prétendent, mais comme un élu à l'écoute du terrain. Et ce soir, je souhaite vous faire part de mes plus vives inquiétudes quant au devenir et à l'avenir des bassins d'emploi où sont enracinées ces centrales qui font partie du paysage industriel de la France, de son indépendance nationale et j'oserais même dire de son identité. Madame la ministre, je sais que ce débat vous gêne, je le vois, mais laissez-moi vous exposer 2 conséquences directes de ce projet de loi. Le premier entraînera le plus grand plan social planifié, organisé et bien malheureusement voté depuis que les statistiques du chômage existent. La filière nucléaire, forte de ses 220 000 salariés, est manifestement la cible de votre gouvernement. Pourtant, vous le savez bien, la 3e filière industrielle de France, sans ce projet de loi, créera 110 000 emplois non délocalisables d'ici 2020. Vous nous proposez ici 150 000 chômeurs de plus lorsqu'on en inclut
les 40 000 emplois détruits par la réduction de la part du nucléaire à 2025. Hormis les feuilles d'indemnisation de Pôle emploi que recevront dans leur boîte aux lettres ces précaires de l'atome, que répondrez-vous à l'ensemble de nos concitoyens qui recevront leurs factures d'électricité, grevant un peu plus leur pouvoir d'achat que vous avez déjà sapé? Actuellement, la facture d'électricité française est l'une des moins élevées d'Europe. En Allemagne, les ménages paient leur électricité 2 fois plus cher qu'en France, avec pour conséquence la précarité énergétique d'1,4 million de ménages. Le prix de l'électricité est aussi un facteur de compétitivité pour nos entreprises, avec un coût estimé 40% moins cher que la moyenne européenne. Alors que le Premier ministre vante la compétitivité des entreprises, alors que le rapport Gallois soulignait la nécessité de conserver une énergie électrique à bon marché, votre projet condamne à lui seul tous les Français d'un redressement productif si cher à des ex-ministres. Alors, Madame la ministre, pensez aux Français, ne renoncez pas à l'indépendance énergétique de la France. Vous êtes ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Ne soyez pas celle du chômage, du recul industriel et de la précarité énergétique. Je vous remercie.